Comme vous avez été très nombreux à commenter ma conversation du lundi de la semaine dernière consacrée aux égrégores, aux champs morphogénétiques et aux expériences de mort imminente, je vous propose de poursuivre notre réflexion toujours autour des mêmes sujets et de voir ensemble comment nous pouvons faire une différence positive dans l'état du monde et dans l'état de l'humanité actuelle. Je pense que je ne dois pas vous faire un dessin pour vous dire que le monde et l'humanité a vraiment besoin d'amour, de bienveillance, de respect, de tendresse et de sérénité. Alors, allons-y aujourd'hui avec les mêmes sujets que la semaine dernière, mais encore plus en profondeur, comme vous allez le voir. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du lundi, la conversation numéro 130 du 14 mars 2022. Toujours aussi heureux de vous retrouver dans ces conversations du lundi pour approfondir avec vous, comme je vous l'ai annoncé dans l'introduction, cette thématique que j'avais abordée la semaine dernière, des égrégores, des champs morphogénétiques issus des travaux de Rupert Sheldrake, des expériences de mort imminente, parce que vous avez été extrêmement nombreux à commenter, à réagir, à donner des informations supplémentaires, à me donner des informations supplémentaires et à vous donner mutuellement des informations supplémentaires. Et ça m'a donné vraiment l'envie de reprendre cette thématique et de la pousser encore plus loin parce que au fil de mes lectures, de vos commentaires et au fil aussi de mes réflexions de cette semaine, je me suis dit que cette notion de champ morphogénétique, cette notion d'égrégore, était vraiment essentielle si nous voulons faire une différence, vous comme moi, dans le monde qui est en train d'être traversé par une folie guerrière comme je n'en ai personnellement jamais connu. Bon, je ne suis né qu'en 1961, ce qui fait que je n'ai jamais été touché de près par les guerres, même s'il y a eu la guerre en Yougoslavie, etc. Mais il y a eu le génocide rwandais, mais je n'ai jamais touché du doigt de façon aussi précise cette volonté des puissances occidentales, et en commençant par les États-Unis et les forces de l'OTAN, de vouloir provoquer une troisième guerre mondiale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis accompagné aujourd'hui de ce bouquet qui m'a été offert par mon amoureuse avant-hier, parce que je pense que nous avons vraiment besoin de beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de bienveillance les uns vis-à-vis des autres. Et j'ai eu l'idée, juste en plaçant ma caméra et en préparant cette conversation d'aujourd'hui, de vous en faire profiter le temps de cette conversation, parce que je pense que nous avons tous besoin de tendresse, d'amour, de bienveillance et de paix. Je vous disais que je voulais reprendre la thématique que j'avais développée la semaine dernière, mais avant de commencer, j'aimerais vous mentionner un clin d'œil qui nous a été adressé par la vie, le hasard, les synchronicités, les champs morphogénétiques, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, vous pouvez même l'appeler Dieu si vous voulez, et comme disait Théophile Gautier, le hasard, c'est le pseudonyme que prend Dieu lorsqu'il ne veut pas signer de sa main. C'est une phrase que j'aime beaucoup et que je répète de temps en temps. Alors justement, quel est ce clin d'œil que la vie, le hasard, la providence, les synchronicités nous ont adressé cette semaine? Eh bien, figurez-vous que, donc, vous avez compris, j'ai enregistré la conversation numéro 129 du 7 mars 2022, le dimanche 6 mars 2022. Et mon amoureuse, à qui nous devons ces fleurs, me dit le mardi 8 mars 2022, alors qu'elle n'avait pas encore entendu ma conversation du lundi, elle me dit « Hey,
Guillaume Quézac, qui est quelqu'un qui enseigne depuis plusieurs années la tradition essénienne, la sagesse essénienne à travers des vidéos. Il en a publié des centaines et des centaines. Je connais Guillaume Quézac très peu par l'intermédiaire de mon amoureuse qui l'écoute de temps en temps. Mais elle me dit, tiens, Guillaume Quézac a fait une vidéo le 7 mars sur la notion d'égrégore. Et j'ai trouvé ça très drôle comme clin d'œil, parce que vous vous souvenez ce que je vous avais expliqué la semaine dernière à propos de ces expériences que des laboratoires font pendant des années sans avoir de résultats, et puis vous avez le laboratoire de Moscou qui enfin parvient à créer une nouvelle structure cristallographique pour un cristal, pour un semi-conducteur, et va répéter les expériences. Puis boum, 6 mois plus tard, le laboratoire de Los Angeles parvient à réaliser la même expérience alors que ça faisait des années qu'ils essayaient eux aussi. Et puis 2 mois plus tard, le laboratoire de Johannesburg. Et puis 3 semaines plus tard, le laboratoire de New Delhi. Et puis de plus en plus de laboratoires se mettent à réaliser eux aussi l'expérience avec pratiquement 0 mois de recul ou d'expérimentation avant d'arriver au résultat. Et je vous avais dit, ça, on peut le modéliser avec cette notion de champ morphogénétique. Et je trouvais ça drôle que parmi les centaines de vidéos que j'ai consacrées aux conversations du lundi et à l'info en question, et puis à d'autres choses, etc. La série Grandir en conscience, en amour, en compétence que j'ai animée sur YouTube pendant 1 an et demi, je n'ai consacré qu'une seule vidéo sur les égrégores, c'était lundi dernier. Et sur les centaines de vidéos que Guillaume Quézac, dont je vous laisse d'ailleurs les coordonnées sous cette vidéo si vous voulez le découvrir, parce que c'est vraiment intéressant. Moi, je l'ai écouté du coup. Et il dit les mêmes choses que moi, avec d'autres mots évidemment, avec les mots plus issus de la sagesse essénienne, mais c'est vraiment intéressant de voir à quel point il y a des convergences le même jour sur le même sujet, alors qu'il a lui aussi publié des centaines de vidéos qui ne parlaient pas d'égrégore et d'un certain nombre de choses dont je vous parlerai peut-être tout à l'heure. Voilà, c'était un petit clin d'œil où les événements finalement venaient illustrer ce que je venais de vous raconter le jour même. Voilà, comme disait l'autre, il n'y a pas de hasard. Alors justement, je vous parle de champ morphogénétique depuis tout à l'heure et en réécoutant, parce que c'est ce que je fais toujours, je réécoute avec 1, 2, 3 jours de recul mes conversations du lundi pour me mettre dans la peau de quelqu'un qui découvre et d'avoir un regard critique sur ce que je viens de produire quelques jours plus tôt. Je me suis rendu compte que j'ai été un petit peu vite en vous parlant de la notion de champ, parce que je vous ai dit, en gros, la semaine dernière, un champ, ce n'est pas observable parce que ce n'est pas quelque chose de réel, c'est quelque chose de virtuel. Par contre, on peut détecter la présence d'un champ à travers l'effet qu'il a sur la réalité. Et je vous avais parlé, entre autres, de champs gravitationnels, où on ressent la force de la gravitation, mais on ne voit pas le champ gravitationnel. Ça ne se visualise pas. Ça se constate, on constate les effets du champ. Même chose, un champ électrique, on ne le voit pas, mais on constate les effets du champ électrique. Mais je n'avais pas été très très loin, et en retravaillant le sujet pour cette conversation d'aujourd'hui, je me suis dit qu'il faudrait que je vous donne une description et une définition beaucoup plus précise et beaucoup plus minutieuse de la notion de champ, et que je vous donne peut-être un exemple pour que vous puissiez vous représenter de façon plus concrète quelque chose qui ne s'observe pas avec nos sens limités, nos 5 sens limités. Alors, la définition d'un champ, c'est quelque chose qui donne la valeur d'une grandeur physique en chaque point de l'espace. Voilà, ça c'est la définition d'un champ. Donc c'est quelque chose qui donne la valeur d'une grandeur physique en chaque point de l'espace. Vous allez me dire, Jean-Jacques, franchement,
c'est pas beaucoup plus clair en nous donnant cette définition. Attendez un instant que je puisse quand même vous donner des exemples pour que vous compreniez. Donc, quelque chose qui donne la valeur d'une grandeur physique. Prenez par exemple la carte de France au moment où on vous présente la météo et on vous présente les températures qui se trouvent un peu partout sur la carte de France. Eh bien, ça, c'est le champ des températures. Parce que ce champ vous donne la valeur d'une grandeur physique, ici en l'occurrence c'est la température, en chaque point de l'espace. Et on vous dit qu'à Lille il fait moins 800 degrés et à Marseille il fait plus 40 degrés. Je fais allusion au film de Danny Boone, dont j'ai oublié le titre maintenant. Bienvenue chez les Ch'tis, voilà. C'est Bienvenue chez les Ch'tis, hein, où on lui dit au départ que dans le Nord, c'est le Nord, hein, et il fait très froid, etc. Et bon, voilà. Donc, à Lille, il fait moins 800, à Paris, il fait 5 degrés, à Marseille, il fait 30 degrés, à Strasbourg, etc. Et ben ça, c'est un champ. C'est un ensemble de valeurs associées à une grandeur physique définie au niveau des points de l'espace. Bien. Je peux vous donner aussi le champ de la pression. À ce moment-là, vous aurez la valeur de la pression atmosphérique exprimée en millibars à chaque point de la carte de France. Ça, c'est un champ. Donc en fait, il faut voir un champ comme étant quelque chose qui vous informe sur la valeur de quelque chose à chaque point de cet espace. Bien. Et on peut aussi, ça c'est ce qu'on appelle des champs scalaires, parce que les notions sont des notions simples. La température, c'est moins 800 degrés, 5 degrés, 30 degrés. D'accord? Moins 8000 degrés, ça c'est dans le village des Gaulois, dans Astérix et Mission Cléopâtre. Il fait moins 8000. Bon, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas qu'on ne peut pas descendre en dessous de moins 274 degrés. Hein. Donc le zéro absolu, c'est moins 274 et des poussières. Bien. Il y a aussi ce qu'on appelle les champs vectoriels, qui vous donne non seulement la valeur, l'intensité de quelque chose, mais qui vous donne en plus la direction de quelque chose et le sens de quelque chose. C'est ce qu'on appelle un vecteur. Par exemple, si je vous donnais la carte de France avec les vents à chaque endroit de la France, eh bien, on appellerait ça un champ vectoriel, parce qu'à chaque point, on vous donnerait la vitesse du vent, la direction du vent et le sens du vent. La direction, c'est l'axe, et le sens, ça va dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Hein. Il ne faut pas confondre la direction et le sens. Alors, je vais vous donner une image qui vous permettra de mieux comprendre et de mieux sentir la notion de champ en prenant l'exemple d'un champ gravitationnel. Et vous allez voir qu'après, on va pouvoir l'appliquer au champ morphogénétique. Et vous allez voir toutes les conséquences que ça peut avoir sur notre hygiène des pensées, puisque, évidemment, si je continue à approfondir ce sujet cette semaine, c'est parce que je continue à penser que beaucoup de nos pensées génèrent des champs polluants qui, non seulement vont polluer notre entourage, mais vont polluer même la communauté humaine dans son ensemble et vont même polluer la Terre. Et que si nous veillons à commencer à faire un nettoyage de nos émissions mentales, eh bien nous allons faire une véritable différence positive dans ce monde. D'où la présence de ces fleurs aussi aujourd'hui dans cette conversation. Alors, imaginez une toile caoutchouteuse, élastique, noire, que vous allez tendre sur un cadre de, je ne sais pas moi, 3 mètres sur 3 mètres. Donc vous prenez un cadre carré de 3 mètres sur 3 mètres, vous tirez sur cette toile élastique et vous la fixez sur le cadre de 3 mètres sur 3 mètres. Et
ce cadre est parfaitement horizontal, ce qui fait que cette surface est totalement plane, est totalement horizontale, et si vous tapez dessus, c'est un peu comme une peau de tambour, si vous voulez, elle peut un peu vibrer, donc elle est bien tendue, et c'est parfait. À ce stade-là, on pourrait dire qu'il n'y a pas encore de champ. Il y a un potentiel de champ, mais il n'y a pas encore de champ. Puis, imaginez que vous prenez un gros objet, assez lourd, et que vous allez poser au milieu de cette toile de 3 mètres sur 3 mètres. Alors, je prends quelque chose que j'ai avec moi sur mon bureau. Voilà, c'est un objet, un très bel objet, une très belle forme géométrique de géométrie sacrée. Et vous mettez cela au milieu de cette toile qui est tendue. Bon, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous l'imaginez bien, c'est que à l'endroit où se trouve cet objet, eh bien, vous allez avoir un creux. Eh bien, ce creux, c'est ce qu'on va appeler un champ gravitationnel. C'est-à-dire la masse que j'ai ici dans ma main est un champ, crée un champ gravitationnel. Alors, pourquoi est-ce que ça crée un champ? Souvenez-vous, la semaine dernière, je vous avais dit qu'un champ, on le perçoit à travers les effets qu'il a. Bon, imaginez maintenant que vous avez des petites billes de plomb et vous lancez une bille de plomb de façon aléatoire. Vous fermez les yeux et vous lancez une bille de plomb. Bon, hop, elle va s'arrêter à un coin du cadre. Vous lancez une autre bille, etc. Et puis à un moment donné, il y a une bille qui passe proche de l'endroit où il y a un creux créé par cet objet, et la bille va avoir sa trajectoire déviée. Est-ce que ce n'est pas ça qui se passe lorsque on envoie une sonde dans l'espace et que cette sonde passe aux abords d'une planète ou d'un satellite, et la trajectoire de cette sonde va être déviée à cause de l'attraction du champ gravitationnel. Mais vous voyez que ce champ gravitationnel, on peut le représenter physiquement dans une surface à 2 dimensions, où la 3e dimension, c'est le champ gravitationnel, si vous voulez. Et donc la bille va dévier de sa trajectoire à cause du champ gravitationnel qu'elle va subir, dont elle va subir l'effet. Maintenant, on peut imaginer un autre scénario. C'est que, en lançant des billes, à un moment donné, il y a une bille qui arrive dans la trajectoire de cet objet et pouf, elle va tomber dans le trou créé par cet objet. Mais en faisant ça, le trou va s'approfondir davantage. Puis si je lance encore une autre bille, plus je vais lancer des billes, plus la probabilité que des billes tombent dans le trou central devienne importante. Parce qu'elles vont toutes s'agglutiner au même endroit. Donc, ça veut dire que le creux va être de plus en plus profond et va être donc de plus en plus susceptible d'attirer d'autres billes, y compris les billes qui s'étaient arrêtées un peu aléatoirement au reste de la surface de cette surface, de ce matériau élastique. Et à un moment donné, toutes les billes vont commencer à être attirées irrésistiblement dans ce creux, augmentant encore la puissance de ce champ. Donc, vous voyez le côté auto-renforçant d'un champ gravitationnel. Eh bien, reprenez maintenant l'exemple des laboratoires. On pourrait dire que tant qu'aucun laboratoire dans le monde n'avait réussi à cristalliser un nouvel arrangement cristallin d'un matériau quelconque, eh bien, on pourrait dire que cette surface caoutchouteuse était totalement plate. Et à un moment donné, le laboratoire de Moscou réussit une première expérience et une première cristallisation de ce matériau. C'est comme si on mettait une petite bille de plomb, donc on ne va pas mettre le gros là, on va mettre une petite bille de plomb. Et donc ça va juste infléchir un tout petit peu. Mais le laboratoire en Russie, pendant 6 mois, va continuer à
répéter les expériences, à améliorer les expériences, et chaque fois qu'ils réussissent, c'est un peu comme si on rajoutait une bille volontairement au même endroit, ce qui fait que le creux va être de plus en plus profond. Ce qui fait que le laboratoire de Los Angeles, qui depuis des années lançait des billes un peu n'importe où, mais ces billes finalement ne trouvaient aucun endroit pour se poser, pour s'arrêter, et donc sortaient même du champ, et bien, à un moment donné, les billes virtuelles évidemment du laboratoire de Los Angeles vont être attirées par le creux effectué et créé par les billes du laboratoire de Moscou, ce qui fait que les billes du laboratoire de Los Angeles vont commencer à tomber elles aussi dans le même creux et vont alourdir toute la masse qui se trouve présente à cet endroit-là, ce qui fait que le creux va être de plus en plus profond. Ce qui fait que du coup, le laboratoire de Johannesburg aura encore moins de difficultés et devra faire moins d'essais et d'erreurs, puisqu'en fait les billes vont tout de suite tomber dans le trou. Et à New Delhi, ça va être encore plus rapide, et puis n'importe quel laboratoire dans le monde va dire « mais pourquoi est-ce que vous avez eu des problèmes pendant des années pour réaliser ça? Regardez, nous on a commencé ça, 15 jours plus tard on a réussi. » Alors qu'on n'a pas bénéficié des souches cristallines que vous avez créées à Moscou, Los Angeles, Johannesburg et New Delhi. Eh bien, c'est ça, un champ morphogénétique. Mais ça peut symboliser aussi un champ gravitationnel, ça peut symboliser aussi un champ électrique. Alors, gardez bien cette image en tête parce que ça va encore nous servir dans quelques instants. Ce qui est intéressant, parce que bon, j'ai repris du coup mes cours de physique en disant, ben tiens, oui, qu'est-ce qu'on dit encore dans mes cours de physique sur la notion de champ? Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans un champ gravitationnel, ce qu'on dit, c'est qu'une masse, c'est la masse. C'est une particule de masse, ou c'est un objet qui a une certaine masse, qui crée le champ gravitationnel. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas de matière, ici en l'occurrence, tant qu'on n'a pas une particule de matière, tant qu'on n'a pas un objet de matière, hein, ceci par exemple, ou une planète, ou enfin n'importe quoi, eh bien, il n'y en a pas de champ. Et c'est donc l'existence d'une masse qui va créer le champ gravitationnel. Et à partir du moment où il y a cette masse qui crée un champ gravitationnel, elle va influencer les autres masses qui sont en relation avec elle à travers le champ gravitationnel qu'elle a créé. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça, c'est intéressant parce que, donc, qu'est-ce qu'il faut pour que les autres masses soient influencées? Ben, il faut qu'il y ait une première masse qui ait fait son trou. Et à partir du moment où cette première masse a fait son trou, ben, les autres masses vont être influencées dans un sens ou dans l'autre. Est-ce que vous commencez à voir l'importance de ce que nous allons aborder dans quelques minutes sur l'importance de nettoyer nos pensées? Parce que plus nous allons nettoyer nos pensées, plus nous allons créer un champ, non pas gravitationnel, mais un champ morphogénétique de pensée de paix, de pensée de sérénité, de pensée d'alignement, de pensée de centrage, de pensée de puissance d'amour, de pensée de lumière ou d'énergie de lumière. Et du coup, les gens qui entreront en résonance avec ce genre d'énergie, eh bien, vont tomber dans le même creux, mais en tombant dans le même creux, ils vont faire que renforcer une tendance que nous avons initiée juste à quelques-uns. C'est la même chose pour les champs électriques. Qu'est-ce qui crée un champ électrique? Ben, c'est une particule chargée électriquement. C'est bête, hein? C'est-à-dire, vous prenez, je ne sais pas moi, une particule alpha, c'est 2 protons et 2 neutrons, donc 2 particules chargées positivement et 2 particules non chargées, donc neutres, eh ben, ça crée un champ électrique. Après, vous balancez un autre proton, ben, le proton va être dévié en s'éloignant de plus en plus. Donc, parce qu'ils ont la même charge. Mais par contre, si vous lancez des particules chargées négativement, eh bien, ces particules vont être attirées. Donc, les particules chargées
électriquement vont être influencées par un champ électrique qui a été créé par une première particule électrique, chargée électriquement. Et ça, c'est génial. Ça, j'y avais pas pensé auparavant, en me disant, mais alors, ça veut dire que nous, quand nous créons une pensée, quand nous créons une énergie, quand nous rayonnons une énergie, eh ben, nous faisons un tout petit creux dans cette toile cirée, si vous voulez. Mais à partir du moment où on a créé ce petit creux, nous sommes susceptibles, alors au début ça ne va pas être énorme, hein, parce qu'on est tout seul, donc ça fait un tout petit creux, une toute petite déviation, mais les gens qui vont passer proche de nous risquent de tomber dans ce creux et donc de renforcer le travail que nous sommes en train d'effectuer. Et à un moment donné, si on est 10, si on est 20, si on est 30, à faire ce travail de centrage, eh bien, de plus en plus de personnes vont, sans le savoir, être poussées à adopter la même attitude mentale, la même attitude énergétique, la même attitude émotionnelle, sans savoir même d'où ça vient. Et ça n'a pas d'importance de savoir d'où ça vient. Et c'est là où je veux revenir à ce que je vous avais dit la semaine dernière à propos de ma décision de ne plus animer des sessions de syntonisation. Et d'ailleurs, quand j'avais enregistré ça la semaine dernière, je m'étais dit, bon, on va voir comment ils vont réagir, parce que vous êtes quand même assez nombreux à m'avoir réclamé régulièrement de reprendre des sessions de syntonisation. Et puis je me suis dit, non, ma vérité à moi, mon honnêteté me fait dire que je ne veux pas continuer cela parce qu'il y a trop de danger que ces énergies soient déviées et soient utilisées à des fins contraires de ce que nous visons. Bon. Et puis, certains d'entre vous, d'ailleurs, m'ont fait remarquer que c'est pas ça une méditation. Une méditation, c'est justement pas envoyer des pensées d'amour à Biden, à Trudeau, à Macron, à Zelensky, à Poutine. Non, c'est pas ça une méditation. Une méditation, justement, c'est se faire le vide. C'est justement créer un vortex de paix, d'immobilisme, un peu comme l'œil du cyclone, si vous voulez. C'est ça la méditation, c'est vraiment être au cœur du cyclone. Et comme vous le savez, au cœur du cyclone, la vitesse du vent est égale à 0. C'est un moment d'accalmie totale. Et ce qui m'a fait sourire d'ailleurs aussi, quand j'ai écouté Guillaume Quézac, de nouveau, dans cette fameuse vidéo qu'il a publiée le même jour que moi, il parle de la même chose que ce dont je vous avais parlé fin mars 2020, où j'avais apporté, souvenez-vous, mon vélo dans mon bureau. J'avais mis mon vélo à l'envers et je vous montrais la roue. Et je vous disais que d'après le I Ching, ce livre de sagesse plurimillénaire d'origine chinoise, si on veut vraiment gérer notre vie de la façon la plus efficace possible, gérer nos pensées, gérer nos émotions, etc., eh bien, il vaut mieux être le moyeu de la roue, c'est-à-dire le centre de la roue qui est totalement immobile. Mais que dès qu'on se décentre, c'est là où on est repris par l'agitation du monde extérieur. Et je vous avais parlé de ça. Et Guillaume Quézac en parle aussi dans sa vidéo du 7 mars dernier. Voilà. Bon. Donc tout ça pour vous dire que la méditation, effectivement, c'est beaucoup plus de l'ordre de retrouver notre centre, ce centre silencieux, ce centre immobile, le moyeu de cette roue, plutôt que d'envoyer des pensées d'amour ou des intentions de paix, etc., et qui risquent effectivement d'être détournés et d'être vampirisés. Et vous avez été quand même assez nombreux, et ça m'a fait plaisir, d'ailleurs ça m'a même surpris, à me dire « Oh Jean-Jacques, qu'est-ce que ça me soulage » ou « Qu'est-ce que ça met du sens » ? « Qu'est-ce que ça fait du sens ?» ce que tu dis, parce que j'ai participé à un certain nombre de méditations collectives et j'en ressortais souvent pompé, épuisé,
avec un sentiment bizarre à l'intérieur de moi et je ne savais pas d'où ça venait. Et je vous avais proposé, au lieu de faire ça et au lieu de continuer à faire ça, de chacun apprendre ce centrage, cet alignement, de telle sorte que, à travers ce que nous allons rayonner en étant alignés et en étant centrés, par l'intermédiaire des champs morphogénétiques, nous risquons beaucoup plus d'influencer d'autres personnes à adopter ce même positionnement énergétique de paix, sans aucune peur, de sérénité, de silence, de calme. Et en préparant cette conversation du lundi, j'ai repensé à un merveilleux texte que je cite depuis quelques années. Et au début, je reconnais que je disais que ce texte avait été rédigé par Nelson Mandela et qu'il avait prononcé ce texte lors de son intronisation en tant que président de l'Afrique du Sud après toutes ces années de prison. Et j'étais persuadé que c'était Nelson Mandela qui avait écrit ce texte. Bon, il y a une brave âme, il y a quelques années de cela, qui m'a dit « Non, Jean-Jacques, ce n'est pas Nelson Mandela qui a écrit ce texte. C'est vrai qu'il l'a prononcé lors de son intronisation, mais il avait été chercher ce texte chez cette auteure américaine qui est Marianne Williamson, dans son livre « Un retour à l'amour ». Et ce texte, vous l'avez déjà probablement entendu, mais j'aimerais que vous l'entendiez aujourd'hui en gardant en tête cette image de la toile caoutchouteuse tendue et ce creux que nous pouvons agrandir de plus en plus juste en travaillant sur notre alignement et notre centrage. Donc si vous êtes d'accord, je vous fais la lecture et puis je vous ferai quelques commentaires après. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question, mais qui suis-je, moi, pour être rayonnant, radieux, talentueux et merveilleux ? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être ? Vous êtes un enfant de Dieu. Vous restreindre, vivre petit, ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes tous appelés à rayonner, comme les enfants le font. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus, elle est en chacun de nous. Écoutez bien ça. Et au fur et à mesure que nous laissons rayonner notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre puissance libère automatiquement les autres. Marianne Williamson, Un retour à l'amour. Alors, j'espère qu'avec les explications que je vous ai données juste avant, ce texte que vous avez peut-être déjà entendu commence à résonner de façon différente. Parce que quand vous regardez, elle dit « Au fur et à mesure que nous laissons rayonner notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. » Est-ce que ce n'est pas ça, le phénomène des champs morphogénétiques? C'est-à-dire que plus nous laissons rayonner notre propre lumière, eh bien, plus nous devenons un champ gravitationnel qui va faire que d'autres vont être invités à faire de même. Elle dit, nous donnons aux autres la permission de faire de même. En fait, on ne les oblige pas. Vous voyez, c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans cette notion de champ morphogénétique, c'est qu'à aucun moment, il y a une notion de contrainte. À aucun moment, il y a une notion d'obliger l'autre. Parce que ça, encore, ce serait un jeu de pouvoir.
Hein, ceux qui ont lu mon livre sur les jeux de pouvoir, vous savez de quoi je parle. Hein, quand il y a un jeu de pouvoir, il y a entre autres la notion d'avoir un projet implicite sur l'autre. J'ai le projet que l'autre soit dans la paix. J'ai le projet que l'autre aille mieux. J'ai le projet que l'autre cesse la guerre, etc. Mais ça, c'est un jeu de pouvoir encore. C'est un projet que j'ai sur l'autre, parce que je suis en train de violer son libre arbitre et je suis en train de violer sa liberté fondamentale. Or, fondamentalement, nous ne pourrons jamais manipuler et nous ne pourrons jamais influencer jusqu'au bout l'intégrité psychique de l'autre. Par contre, lorsque nous créons justement ce que j'appelais il y a quelques minutes ce vortex d'énergie, cette puissance, cette lumière, eh bien, nous donnons aux autres la permission de faire de même. C'est-à-dire que il dit « Ah ouais ? Il fait ça, elle fait ça. Hey, ça me parle ça résonne à l'intérieur de moi. Moi aussi, j'ai envie de laisser rayonner ma lumière. D'ailleurs, le rire n'est-il pas communicatif? Quelqu'un qui commence à rire dans un tram, par exemple, je pense à cette petite vidéo qui m'avait fait beaucoup rire à l'époque, d'un monsieur qui rentre dans un tram à Bruxelles et qui se met à rire tout seul. Et après 2 minutes, tout le tram est plié en 4. Ben c'est ça. Il a créé lui aussi un champ gravitationnel de rire, si vous voulez. Alors, elle dit des choses intéressantes aussi. Elle dit, en nous libérant de notre propre peur, notre puissance libère automatiquement les autres. C'est-à-dire que, de nouveau là, nous n'avons pas à projeter sur le monde une intention, si vous voulez. C'est simplement, moi j'ai un travail de nettoyage des écuries d'Augias qui sont à l'intérieur de moi, qui est de me libérer des peurs. Et comme je vous le disais la semaine dernière, une des manières de se libérer de la peur, c'est d'augmenter notre conscience, mais aussi d'augmenter notre connaissance. Plus vous avez des connaissances, par exemple, sur le fonctionnement du corps humain, ce que je me suis employé à développer depuis plus de 35 ans, par passion au départ, mais aussi par nécessité parce que j'étais tout le temps malade pendant mon adolescence et le début de ma vie d'adulte. Donc, je me suis intéressé à comment est-ce que je peux retrouver la maîtrise de ma santé et de mon équilibre sur le plan physiologique. Résultat des courses, ça fait 26 ans que je n'ai plus pris un seul médicament. Alors, ça ne veut pas dire que je n'ai plus été malade, mais quand je suis malade maintenant, je sais quoi faire pour donner la permission à mon corps de faire ce qu'il a à faire pour se rééquilibrer. Et je n'ai rien à faire, si ce n'est ne pas empêcher mon corps de se guérir. Donc, ne croyez pas que je n'ai plus jamais été malade, mais en tout cas, je n'ai plus pris une aspirine, un antibiotique, un antidouleur, des compléments alimentaires, même des remèdes homéopathiques. Tout ça, ça ne fait plus partie de ma réalité. D'ailleurs, si vous venez chez moi, vous verrez que ma pharmacie, ça se limite à des sparadraps. Je vous jure. Il n'y a que ça. Des sparadraps. Et un peu d'aloe vera quand je m'expose trop au soleil, trop longtemps, au début du printemps, et que ma peau n'est pas encore habituée. Parce que je ne mets plus de produits solaires depuis 15 ans, je pense. Mais évidemment, il faut y aller progressivement. Alors, de temps en temps, l'aloe vera. Mais à part du sparadrap et de l'aloe vera, vous ne trouverez rien chez moi. D'ailleurs, je suis toujours très embêté quand je reçois des gens chez moi qui me disent « Oh, j'ai mal de tête, est-ce que tu n'as pas un Advil ?» D'abord, je dis, c'est quoi un Advil? Non, mais je ne sais pas, quoi. Alors, ils me disent, ah, ben, c'est c'est contre les mal de tête, les maux de tête. Ben, je dis, je suis désolé, mais j'ai rien chez moi. Ah non, t'as rien dans ta pharmacie? Non, je n'ai rien. Vraiment, je n'ai rien, quoi. Voilà. Si tu te coupes un doigt, oui, je pourrais te donner un sparadrap, mais à part ça, je peux rien te donner. Donc, je reviens à ma phrase, là, parce que j'ai digressé. C'est ma connaissance approfondie des mécanismes d'équilibre et d'homéostasie du corps qui fait que je n'ai plus peur de la maladie. Plus vous avez des connaissances, et il y a une différence d'ailleurs entre la notion de savoir et la notion de connaître.
Un savoir, c'est quelque chose d'extérieur qui vous vient de l'extérieur, qui rentre par une oreille et la plupart du temps qui sort par l'autre oreille. Un savoir devient une connaissance à partir du moment où ce savoir, vous l'avez intégré dans vos comportements, dans vos habitudes de vie. À ce moment-là, on peut dire que vous commencez à avoir une connaissance. Beaucoup d'entre vous, peut-être, vous savez quoi faire pour calmer vos émotions. Mais le faites-vous? Si vous le faites, à ce moment-là, on peut dire que vous avez une connaissance de comment apaiser vos émotions. Sinon, ça reste un savoir. Et ce savoir doit devenir une connaissance à un moment donné si vous voulez que ça devienne utile pour vous. Et plus vous êtes dans la connaissance, plus aussi vous pouvez donner la permission aux autres d'accéder à cette connaissance, parfois même de façon vibratoire et intuitive. Mais à partir du moment où vous n'êtes plus dans la peur, moi je n'ai pas eu peur pendant toute cette pandémie. Et je ne me suis jamais protégé. C'est évident que je donne la permission à d'autres personnes. J'ai eu des ouvriers qui sont venus à la maison à plusieurs reprises, qui venaient avec leur masque, et je leur disais, écoutez monsieur, je sais que votre patron vous impose de mettre un masque, mais chez moi, je ne mets pas de masque, et je ne vous impose pas de mettre un masque. Et la plupart du temps, c'était « Oh, merci monsieur !» Ça me fait plaisir, et ils avaient un grand sourire et ils faisaient le travail, je pense, encore plus motivé chez moi parce que justement, je les libérais de cette contrainte et je les libérais de la peur ou de la contrainte. Voilà, donc je pense vraiment que cette notion de retrouver notre propre lumière et notre propre puissance dans cet œil du cyclone, dans ce vortex, dans cet alignement, dans ce centrage, c'est la manière dont nous allons pouvoir nettoyer à notre échelle la maladie dont la Terre et dont l'humanité est atteinte actuellement. Et c'est là que je veux vous parler d'une personne dont une de mes amies m'avait parlé il y a quelques années. Et j'avais retenu le nom de cette femme, mais je n'avais jamais approfondi ses travaux. Cette femme s'appelait, puisqu'elle est morte maintenant, Marina Popović. Elle est souvent présentée, à tort d'ailleurs, comme une astronaute visionnaire. Ce qui est à tort, ce n'est pas le côté visionnaire, mais c'est le côté astronaute. Parce que oui, c'est une Russe qui a fréquenté l'école de formation des astronautes, mais elle n'a pas été plus loin que les 3 premiers mois de formation. Bon, dans les écoles d'astronautes, c'est toujours comme ça, hein. Il y en a beaucoup qui rentrent et puis à chaque étape de sélection, on élimine un certain nombre de candidats pour n'en retenir finalement que quelques-uns à la sortie. Par contre, le mari de Marina Popović, qui s'appelle Pavel Popović, donc Popović c'est son nom de femme mariée, lui était astronaute. Mais Marina est quand même une femme assez exceptionnelle, elle a eu un parcours de vie exceptionnel. À 16 ans, elle est rentrée dans une école de pilotage en mentant sur son âge et elle est devenue pilote d'essai d'une quarantaine d'appareils différents au long de sa carrière qui s'est terminée vers l'âge de 54 ans. Donc, elle a survécu à 6 crashs. Ben oui, quand vous êtes pilote d'essai, vous pilotez un avion qui n'a pas encore fait toutes ses preuves et où il faut justement expérimenter qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui est défectueux. Et elle a survécu quand même à 6 crashs. Elle a cumulé 107 records du monde, dont la plupart n'ont pas encore été battus, n'ont pas encore été égalés au niveau de l'aéronautique. Elle est d'ailleurs elle-même ingénieure en aéronautique. Et elle est connue aussi comme étant la 3e femme au monde à avoir franchi le mur du son avec un avion à réaction, la première femme russe et la 3e femme au monde à avoir franchi le mur du son. Et lors de sa carrière,
elle a eu l'occasion d'avoir beaucoup de témoignages d'autres pilotes et des témoignages d'astronautes aussi, évidemment, puisque son mari en était un, qui ont vécu des expériences de contact avec des ovnis, avec des vaisseaux extraterrestres, même avec des êtres extraterrestres, entre autres son mari qui a été en vol orbital pendant un certain temps, a eu des conversations avec des êtres non terrestres qui sont venus tout près de leur capsule pour discuter le coup avec eux et pour leur dire ce qu'ils faisaient, ce qu'ils observaient, ce qu'ils surveillaient au niveau de la planète, mais qu'ils n'intervenaient pas pour l'instant, mais qu'ils avaient en même temps beaucoup de bienveillance. En tout cas, ceux-là avaient manifesté de la bienveillance vis-à-vis des terriens. Et donc, à force d'entendre des histoires comme ça, elle-même, en tant que pilote de chasse, lorsqu'elle expérimentait certains nouveaux avions à des altitudes très hautes, a eu des contacts avec des ovnis, des contacts visuels avec des objets volants non identifiés, ce qui fait qu'elle a eu envie d'approfondir ces aspects-là et elle a refait un peu plus tard dans sa vie, des études de théologie et des études de physique quantique pour essayer de comprendre les phénomènes. Et finalement, elle s'est spécialisée de plus en plus dans l'étude des phénomènes paranormaux et les phénomènes de parapsychologie. Et ce qui est intéressant chez cette femme, qui est décédée donc en 2017, elle est née en 1931, morte en 2017, donc à l'âge de 86 ans, cette femme qui est quand même de formation scientifique au départ, hein, ingénieur en aéronautique, c'est pas rien, physique quantique, c'est pas rien non plus. Alors la théologie, ça vient un petit peu équilibrer quand même les choses, a fait de plus en plus de déclarations sur un certain nombre de phénomènes qu'on attribuerait, en tout cas que nos fact-checkers ignorants et imbéciles qualifierait de patascience, de pseudoscience, d'ésotérisme, de New Age et compagnie. Bon, voilà, mais on les laissera croupir dans leur médiocrité, n'est-ce pas, hein? Et on va continuer à s'occuper de Marina Popovic, qui me paraît quelqu'un de beaucoup plus intéressant. Et elle a accordé en 2011 une interview à une association espagnole qui s'appelle Planeta Urbano. Et je vais vous lire des extraits de son interview et vous allez voir qu'on va retrouver à nouveau cette notion d'égrégore, mais décrite encore d'une autre façon. Donc voilà ce qu'elle dit. Les études réalisées à Moscou ont déterminé que la planète est entourée d'un immense réseau énergétique, un tissu d'énergie qui possède une distribution de formes géométriques. La géologie des continents répond au schéma directeur énergétique de cette grille. Toute la structure de ce que nous connaissons comme l'univers physique s'ordonne selon des schémas géométriques déterminés. Ceci est connu sous le terme de géométrie sacrée. Donc c'est intéressant parce qu'elle dit, même la manière dont les continents sont agencés sur la planète Terre, etc., la manière dont le système solaire est structuré, etc., ben, tout ça, ça répond à des lois de géométrie sacrée, chose que Pythagore, au IVe siècle avant Jésus-Christ, si mes souvenirs sont bons, Platon aussi, hein, les solides sacrés, les solides parfaits de Platon, mais les Chinois aussi parlaient de géométrie sacrée, les Égyptiens aussi, et ben, en fait, tous ces gens-là avaient déjà l'intuition, on ne sait pas très bien comment d'ailleurs, que l'univers était ordonné selon ces lois de la géométrie sacrée. Donc c'est ce qu'elle dit aussi. Elle dit, par ailleurs, en 1958, le professeur Bernarski a découvert une sorte d'anneau, écoutez bien ça, qui enveloppe la planète et qui contient un champ d'énergie dans lequel sont mémorisés des registres de toutes les formes de vie et de l'histoire de la planète. Ça, quand je lis cela, évidemment, ça me fait penser à ces fameuses annales akashiques que on décrit dans plusieurs traditions ésotériques,
et que certaines personnes ayant des facultés, je dirais, sensibles, sont capables d'aller visiter. Anne et Daniel Meuroy-Givaudan, d'ailleurs, ont écrit un livre qui s'appelle « Mémoires akashiques ». Et effectivement, quand on va visiter ces mémoires akashiques, si on a la possibilité de se brancher à ce champ de mémorisation, cette mémoire virtuelle qui se trouve, une espèce de cloud, si vous voulez, mais ce n'est pas un cloud de Microsoft ou un cloud de Google, non, c'est un cloud virtuel qui est disponible pour tout le monde, qui est accessible pour tout le monde, à condition évidemment d'avoir les facultés psychiques adéquates. Et dans ces annales akashiques, on retrouve l'enregistrement de toute l'histoire de l'humanité, de toute l'histoire de la Terre. Et évidemment, je me suis mis à rêver parfois, à l'époque où j'avais eu connaissance de ces annales akashiques, il y a pratiquement 40 ans, je me suis dit, oh, ce serait quand même bien d'aller voir comment ça s'est réellement passé du temps des Égyptiens, comment ils ont construit les pyramides, du temps de l'Atlantide, etc., etc. Donc vous voyez, bon, c'est... Voilà, mais moi, je n'ai pas accès aux annales akashiques, peut-être vous, oui, mais pas moi en tout cas. Et il dit aussi, il a été découvert que ce champ d'énergie ne se situe pas sur un plan physique. Bon, ça, on s'en serait douté, hein, c'est ce que je vous ai dit. Un champ, ce n'est pas quelque chose de physique, de toute façon. Nous avons été capables de détecter cette bande et de la lire avec des instruments scientifiques et en utilisant des médiums entraînés à le faire. Donc en fait, ils ont utilisé deux types de moyens de mesure. D'une part, des instruments scientifiques et d'autre part, des médiums qui sont entraînés à faire ce genre de choses. Est-ce que ça ne vous fait pas penser au champ morphogénétique dont je vous parle depuis lundi dernier, hein? Capable de détecter une bande et de la lire avec des instruments scientifiques et en utilisant des médiums entraînés à le faire. Nous avons ainsi découvert que ce champ est un tissu éthérique chargé d'émotions. Tiens. C'est pourquoi il est nécessaire de contrôler nos passions. Chacun de nous a le pouvoir d'affecter ce champ de manière positive ou négative. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Toute la négativité exprimée, comme la haine et la peur, a une incidence directe sur l'état de la planète. La Terre réagit violemment à nos pensées et nos sentiments et elle émet un type de rayonnement qui se répercute sur les modèles climatiques. Les éléments sont comme des anticorps planétaires. Et un peu plus loin, elle dit « La pollution n'est pas uniquement imputable à la consommation d'énergie fossile, nous sommes nous-mêmes une importante source de pollution. » D'où la nécessité de nettoyer les écuries d'Augias. Ça, c'est moi qui le dis, hein, c'est pas elle. Le monde répond à la haine et à l'amour. Et ce qu'elle dit encore, je vais m'arrêter là, certains médiums, par le biais d'un entraînement spécifique, ont pu détecter ces champs de pollution psionique. Alors ça, c'est intéressant, parce que je vous ai parlé tout à l'heure de champs gravitationnels, je vous ai parlé de champs électriques, on pourrait parler de champs magnétiques. Eh bien, ici, elle parle de champs psioniques, c'est-à-dire des champs générés par l'esprit. Eh bien, on peut reprendre exactement le schéma que je vous ai invité à visualiser tout à l'heure, avec cette grande toile caoutchouteuse qu'on a tendue. Eh bien, chaque fois que nous avons une pensée d'amour, chaque fois que nous rayonnons notre puissance d'amour, eh bien, nous influençons les pensées et les sentiments des autres personnes qui sont en contact avec nous ou qui sont en résonance avec la même fréquence que nous. Ce sont les champs psioniques. Mais chaque fois que nous émettons de la haine ou de la peur, ça crée aussi un champ psionique qui peut entraîner d'autres personnes dans la haine et dans la peur. Et faire boule de neige, parce que plus il y a des gens qui tombent dans la haine et dans la peur, évidemment, plus il va être difficile de sortir de là, parce que c'est comme des ornières, des immenses ornières dans lesquelles toute l'humanité plonge. On a constaté qu'en utilisant certaines fréquences, il est non seulement possible d'influencer la vie en exerçant un contrôle mental, mais aussi de modifier le climat.
et on a vu comme un manteau obscur enveloppant certaines parties du globe terrestre, là où se trouvent des guerres actuellement. Et elle disait entre autres que au-dessus de l'Irak, par exemple, il y avait des couches extrêmement sombres autour des points de guerre autour de la planète. Ce qui est intéressant, et je vais terminer par là avant ma conclusion en tout cas, c'est qu'elle parle de haine et de peur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas confondre la haine et la colère, par exemple. Pour moi, la colère a quelque chose d'extrêmement sain. Et si nous sommes capables de ressentir de la colère, parce que, écoutez, moi je ressens de la colère quasiment tous les jours. Quand je vois tout ce que je vois, quand je lis tout ce que je lis, et que je me rends compte que je suis témoin du plus grand crime contre l'humanité qui ait peut-être jamais existé dans l'histoire de la planète, ou en tout cas dans l'histoire connue de la planète, bien pire que l'Holocauste de la Deuxième Guerre mondiale, je ne peux pas m'empêcher d'être en colère. Mais vous voyez la différence. C'est que si je suis en colère, je vais la garder alignée en moi. Et je vais reconnaître que je suis en colère. Parce qu'il y a de quoi être en colère face à ces criminels qui n'ont aucune pitié vis-à-vis de l'espèce humaine et qui tuent des centaines de milliers de personnes avec ces injections qu'ils ont décidé d'imposer à toute la planète. Ce serait anormal, ce serait malsain de ne pas ressentir de colère dans ce genre de circonstances. Mais regardez où il est possible de déraper. C'est que tant que cette colère, je la garde en moi et que je fais un travail d'acceptation, de reconnaissance, je reconnais et j'accepte que je suis en colère. C'est tout le processus d'alchimie des émotions. Et que je transmute cette colère en agissant tous les jours au service du bien, de la lumière, de la paix, de l'information, eh bien, je transmute cette colère en quelque chose qui est au service de l'amour, du bien, du respect, de la bienveillance. Je ne vous cache pas que cette colère que j'ai à l'intérieur de moi, je m'appuie dessus pour trouver l'énergie, pour enregistrer, par exemple, cette conversation du lundi. Mais est-ce que vous me sentez en colère? Non, je ne suis pas en colère. Pourtant, je vais chercher l'énergie de colère et je la transforme. C'est Lavoisier, le fameux chimiste, qui disait « Dans l'univers, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme ». Ben oui, donc l'énergie de colère, vous pouvez la transformer en une action d'information, en une action de méditation, en une action de gratitude, de bienveillance, etc., etc. Par contre, là où il y a un dérapage possible, c'est quand cette colère devient de la haine. Alors c'est quoi la différence entre la colère et la haine? C'est que la haine, je vais la projeter sur quelqu'un. Vous voyez, la colère, ça reste aligné le long de ma colonne vertébrale, si vous voulez, ou ça reste aligné dans mon centre, dans l'œil du cyclone, qui est calme. La haine, c'est quelque chose que je projette sur l'autre. C'est la même différence qu'il y a entre l'amour et la possession, ou la possessivité, ou la jalousie. L'amour, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de moi et que je peux rayonner y compris vis-à-vis de l'autre. Et je peux ressentir le rayonnement d'amour de l'autre vis-à-vis de moi. Par contre, si cet amour, je le projette sur l'autre, eh bien ça crée des processus de dépendance, des processus de possession, de possessivité, de jalousie, qui vont parasiter la relation et qui vont se transformer petit à petit en jeux de pouvoir qui peuvent aller jusqu'à la destruction de l'autre, qu'au départ j'ai aimé. Et puis finalement je vais tuer l'autre parce que je ne supporte pas que l'autre soit sensible au charme d'autres personnes que moi. Vous voyez la différence ? Et la peur, c'est la même chose. La peur
je peux reconnaître que je suis angoissé, que j'ai peur, que je suis préoccupé, etc. Mais à partir du moment où je vais projeter cette peur, en jetant mes poubelles sur les autres, mes poubelles de peur, je vais polluer les autres avec mes propres peurs, etc., parce que je ne suis pas capable de les garder dans le creuset alchimique qui est à l'intérieur de moi, c'est là que je commence à contribuer à cet égrégore négatif, à ce champ psionique généré par mes pensées et par mes sentiments. Donc c'est vraiment important que vous compreniez que nous sommes autorisés totalement à ressentir des émotions de colère, d'amour, de peur, de tristesse, etc., etc. Combien de fois je suis triste en voyant l'état du monde et en voyant à quel point, entre autres, les journalistes, dont je continue à dire qu'il va falloir les terrasser, parce que ils sont devenus des parasites non seulement inutiles, mais toxiques, hautement toxiques. Générateur de violence, générateur de guerre, générateur de haine. C'est pas possible d'être aussi méchant et aussi imbécile que ne le sont ces journalistes. Et je vous le dis sans rien projeter sur vous, vous voyez, mais je fais le constat de l'imbécilité des journalistes et de la nocivité des journalistes. Mais je peux ressentir ça, mais je ne vais pas polluer mon entourage, mais je vais plutôt passer à travers le creuset alchimique pour transmuter ces sentiments que j'ai à l'égard de ces parasites nocifs et inutiles. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire et donc je ne peux que vous inviter maintenant à méditer ce texte de Marianne Williamson que je vais laisser sous cette vidéo pour que vous puissiez l'imprimer, pour que vous puissiez le reméditer. Ceux qui sont sur ma chaîne privée, je vous le mets sous forme de PDF. Vous n'aurez pas besoin de le copier-coller, mais les autres qui me voient ailleurs, vous l'aurez sous cette vidéo. Et je vous invite vraiment, non seulement à méditer ce texte, mais à vous souvenir régulièrement de cette toile et de l'impact que vous pouvez avoir sur cette toile tendue, parce que en creusant votre trou, vous allez donner la permission à d'autres de vous rejoindre et vous n'avez absolument plus besoin d'avoir la moindre intention vis-à-vis d'autres personnes. Donc vous sortez de jeux de pouvoir, vous sortez de jeux d'intention vis-à-vis des autres, mais au contraire, vous faites une différence bien plus grande dans le monde et dans la vie des autres. C'est-à-dire vous contribuez finalement à commencer à réenchanter le monde. Mais réenchanter le monde, ça commence par le nettoyage des écuries d'Oïgeas. Et ici, à notre niveau personnel, c'est nettoyer notre mental et nettoyer nos émotions et nos ressentis. Voilà. Donc merci à l'avance pour tous les commentaires, toutes les interactions aussi que vous pouvez avoir entre vous. Je vous avoue que je suis tellement heureux de voir la qualité des interventions que vous faites sous mes vidéos. Quand je me balade sous les vidéos d'autres personnes, ou parfois de journalistes mainstream, etc., je dirais la qualité de ce que vous partagez sous mes vidéos, la qualité aussi de vos interactions entre vous, les informations que vous vous donnez les uns les autres et les informations que vous me donnez, pour moi, c'est cadeau, cadeau, cadeau. C'est un véritable plaisir pour moi de vous lire chaque semaine et de voir à quel point il y a une beauté, il y a une bonté, il y a une vérité dans les propos que vous laissez sous mes vidéos. Et je me sens extrêmement privilégié d'être en communication avec vous. Alors évidemment, ce n'est pas un dialogue dans le sens conversation habituelle, mais c'est quand même une conversation parce que moi je parle pendant 1 heure et puis je vous lis pendant des heures et c'est vous qui me parlez à ce moment-là et sachez que je l'apprécie au plus haut point. Donc merci de continuer dans cette voie-là et surtout merci de devenir ces puissances d'amour rayonnantes qui certainement
vont apporter au monde ce dont il a le plus besoin actuellement. Et merci encore à mon amoureuse de nous avoir enchantés avec la beauté, la douceur de ces fleurs. Je pense qu'on en avait bien besoin et j'espère que vous l'avez vraiment apprécié aujourd'hui. Prenez bien soin de vous et on se retrouve lundi prochain pour une autre conversation du lundi. Et d'ici là, eh bien, nous nous voyons jeudi pour l'info en question. À très bientôt.